welcome. Eh bien oui, je suis bilingue, chers amis, merci d'être avec nous. Bon, ça fait plaisir de vous voir en forme, je le sais, vous êtes là, fidèles, tous les matins sur C8. Et j'ai un petit cadeau pour vous. Et si je vous parle de la Starac numéro 1, vous aimez bien ça, les souvenirs, hein. Mario est avec nous, il a bien évolué depuis le temps. Bonjour Mario. Bonjour Jordan. Vous allez bien? Écoutez, très bien, très bien. Alors, très heureux de vous revoir. Bah moi aussi. Puis dans des locaux beaucoup plus grands, c'est bien. Mon appartement a un peu Bravo. grandi. Je suis très content. Et surtout très content d'avoir autant de téléspectateurs et de téléspectatrices. Je sais, mesdames, que vous êtes très fidèles. Des fois, dans la rue, elles viennent me voir. Oh, vous êtes élégant, monsieur de luxe. Alors, des fois, c'est monsieur luxe. C'est vrai que ça se perd. Et vous êtes forcément l'un des animateurs, je pense, le plus apprêté, en tout cas. Ouais, c'est gentil. Par contre, cette petite veste-là en velours m'énerve un peu. Oui, non, mais je l'ai mise pour ça. Hein. Ouais, mais la concurrence, ça va 5 minutes. Donc, vous allez me mettre un t-shirt troué tout de suite. Bon, Mario Baravecchia, évidemment, on parlera tout à l'heure parce qu'il a des origines italiennes. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parle quand même de la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau, parce que ça a quand même un rapport avec nous deux. Souvenez-vous, on avait fait une émission ensemble et vous aviez parlé de ce papa. Et ça avait fait beaucoup parler parce que votre papa, vous l'avez aidé à partir. Et c'est d'ailleurs ce que vous expliquez dans ce très beau livre qui s'appelle « Mon père, ma bataille ». Un petit clin d'œil, évidemment, à monsieur Balavoine et sa fameuse chanson. On va en parler ensemble. Vous allez voir, chers amis, si vous ne connaissez pas l'histoire de Mario, c'est hallucinant, c'est une histoire de vie. Et c'est vrai que la totalité du livre parle de cette relation avec votre père. On apprend énormément de choses, donc on va découvrir ça avec vous pour les gens qui ne vous connaissent pas. Mais juste avant, on écoute un bout de ce clip, enfin tout du moins de cette chanson, parce que le clip n'a pas encore été fait, mais on a tout du moins le visuel, ça s'appelle « Le silence difficile » et ça relate évidemment la relation avec votre père. Et je te vois sur les photos, mon fils sur les épaules, et j'entends tous tes mots, nos souvenirs qui me frôlent. Je porte le nom de ton père, le parfum de nos terres, un couplet, un refrain, mon amour et le tien. Et le silence difficile. Le silence difficile. De nos liens. Alors, vous dites tout dans cette chanson. C'est marrant d'avoir eu envie de rendre hommage à votre père en faisant un livre, en faisant un titre. Alors, la photo est de Nikos Aliagas. Oui. Bon, il est beau, mais Nikos, c'est très bien pour faire les photos. C'est vrai que ça aide un petit peu. Je le remercie d'ailleurs. C'est une amitié d'ailleurs qui est restée. On en parlera tout à l'heure dans la nos liens, comme je dis dans cette chanson, effectivement, mon papa, ça a été mon premier fan. Ouais. Et le premier qui a cru en moi. J'avais 11 ans lorsque je le suivais dans ses restaurants. Il avait un restaurant pizzeria italien en Belgique. Et j'étais très souvent avec lui parce que j'aimais cette atmosphère, cette ambiance, de rencontrer les gens, etc. Comme mon père d'ailleurs. Et le soir, il y avait les jeunes frères de Frédéric François qui habitaient dans le quartier, qui venaient, enfin 2 d'entre eux en tout cas, venaient avec leur guitare. Et mon père fermait la porte dès qu'il y avait plus grand monde. Et il invitait ses derniers clients à la table du patron, on va dire, avec le limoncello, et il disait « Venez écouter mon fils ». C'est génial. Et donc j'ai commencé à chanter les petites sérénates italiennes avec la famille de Frédéric François autour de ce digestif italien. Et mon père était fier de dire « Venez écouter mon fils ». Donc moi, j'étais un peu gêné, j'avais 11 ans. Mais j'ai démarré comme ça, voilà. C'est votre début. Le clip a été fait la chanson a été faite entièrement par vous, composée? Non, ce sont des auteurs et compositeurs avec qui je travaille pour le futur album. Du coup, j'ai eu envie de refaire un album qui est en préparation pour l'année prochaine. Et le texte est de François Velgreen. D'accord. Voilà, qui a tout de suite compris mon histoire. Je le racontais, d'ailleurs avant le livre, c'est ça qui est fou, c'est que je lui racontais un peu l'histoire de la relation que j'avais avec mon père, et puis de cette maladie aussi, des allers-retours, puisque j'habite en France et lui habitait en Belgique quand il a été malade. Et il a résumé en 3 minutes vraiment parfaitement ce que je ressentais. Alors on va en parler avec le portrait de Mario Baravecchia, c'est maintenant sur C8. Allez, on commence évidemment avec ce livre, Mon père, ma bataille. Alors, c'est vrai que ce livre explique vraiment toute votre vie, votre relation avec lui. Juste avant d'aller sur votre papa, j'aimerais qu'on parle de votre maman. Bien sûr. Parce que je pense qu'elle est aussi très importante. Oui, elle est très importante, mais elle a toujours été un peu en retrait de ce monde. Mon père, c'est un personnage haut en couleur. Et je pense que, comme moi d'ailleurs un petit peu, qui aimait un peu ce monde de la musique, ce monde artistique, etc. Le monde de la restauration, qui n'est pas un métier comme un autre, qui est un métier à part. Il faut aimer les gens pour faire ce métier. Et ma mère était
plus en retrait, elle n'aimait pas trop se montrer, elle était plus voilà, à la maison et loin du monde à paillettes, etc. Elle a bien vécu quand même vos paillettes, ce moment. Des fois, c'est mal vécu par les parents. Elle est bien vécue, elle est très fière. Hein, elle est très fière. Elle est vue d'ailleurs plusieurs fois sur le plateau de la Starac à l'époque. Mais voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas parler beaucoup. D'accord. Ouais. Mais qui me soutient à sa manière. Alors que mon père, lui était persuadé, mon fils c'est une star, mon fils ça va devenir une star. J'avais 12-13 ans. Il va tout mettre en œuvre aussi pour que ça fonctionne pour vous. Et finalement, il met tout en œuvre parce que c'est lui qui m'a inscrit à mon premier concours de chant. Ouais. Voilà. Alors moi, je savais pas ce que c'était, une scène, des micros, un truc. Enfin, je savais pas. Et c'est lui qui m'a fait découvrir ce monde-là. Et puis, de fil en aiguille, je sors en premier 45 tours quand j'ai 15 ans avec Carrère, qui était la maison de disques à l'époque. Et c'est mon père, encore une fois, qui va convaincre le directeur de la maison de disques pour signer un contrat avec moi. 45 tours, puis télévision en Belgique, tournée. Et de 14 à 17-18 ans, je fais une petite carrière en Belgique francophone grâce à mon père. Ouais, donc ça, voilà. Donc effectivement, je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup parce que c'est lui qui a cru en moi, d'abord, qui s'est mis d'ailleurs parfois dans des difficultés financières pour... Qu'est-ce qui lui est arrivé avec les difficultés financières, Mario ? Par exemple, alors, vous savez, on ne le comprend pas tout de suite parce qu'on est jeune. On a 15 ans, donc on ne comprend pas ce qui se passe derrière ouais. en fait. Et forcément, je l'ai appris quelques années après. Mais par exemple, un jour, il vient me chercher à l'école, il faut qu'on aille à Paris, on a un rendez-vous avec un attaché de presse, un producteur parisien. Tout en œuvre, quoi. Très connu. Il nous attend au Georges V, il faut qu'on y aille. Et il avait dit au producteur qu'il était à Paris, alors qu'on était en Belgique. Hein. Donc il a roulé, je ne vous raconte pas, de Liège, il y a 400 km à l'époque. Donc il roule comme un dingue, on arrive là, on rencontre ce producteur, cet attaché de presse, qui nous dit « je vais m'occuper de votre fils ». Et puis mon père avait des paillettes dans les yeux, et d'ailleurs s'est fait escroquer, puisqu'il lui a le prochain rendez-vous, c'est toujours au Georges V, et il a apporté une enveloppe avec pas mal de liquide. Combien ? Je crois qu'à l'époque, c'était 25 000 francs. Ah ouais, d'accord. 25 000 francs. Donc là, c'est vraiment ses économies en plus. Oui, et d'ailleurs, je ne savais pas, mais il s'est endetté pour ça. Ah ouais, d'accord. Moi, je l'ai appris par après. Il a mis son restaurant en péril et il a eu des problèmes financiers à cause de moi. Enfin, parce qu'il voulait que son fils réussisse. Et malheureusement, il se fait escroquer par un producteur véreux, parisien. C'est un grand producteur ? En tout cas, l'attaché de presse est très connu, encore aujourd'hui. Tout à fait. Je ne peux pas vous dire qui c'est. Hein. Il travaille avec qui ? Actuellement ? Je ne peux pas vous le dire qui c'est. D'accord, ok. Mais c'est un grand attaché de presse. Je le dis dans mon livre, c'est un grand attaché de presse. Oui, mais vous ne dites pas le nom. Je ne dis pas le nom parce que vous savez ce que l'on risque quand on dit des noms, etc. Oui, j'ai pas envie de rentrer dans une procédure aujourd'hui. Voilà, je lui en veux. C'est pas que je lui en veux, c'est que je lui en veux surtout pour mon père à l'époque. Parce que mon père, il y va comme un père aime ses enfants, est prêt à tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de cet attaché de presse, mais vous avez fait quand même pas mal parler de vous, notamment avec la Star Academy numéro 1. Donc, cet attaché de presse, je suppose que vous en avez eu vent. Je l'ai revu quelques fois d'ailleurs. Et je lui ai d'ailleurs rappelé. Comment s'est passée cette rencontre ? C'est passé lors d'une émission télé, on s'était vu dans les coulisses, et je lui dis tiens, c'est rigolo de te revoir, tu vois. J'ai pas oublié ce que tu as fait à mon père. Et donc forcément, il a nié. Hein. Il a dit, mais non, c'était pas du tout pour. C'était vraiment pour la promo. Il n'y a rien eu. Aucune promo, Et je suis pas le seul dans ce cas de figure-là. Il y a d'autres parents qui ont été escroqués. Et malheureusement, c'est ce qui existait à l'époque. Alors, je pense que ça existe beaucoup moins aujourd'hui parce que on a moins besoin avec tout ce qui existe dans les. Avec les réseaux sociaux. Et du coup, ça s'est arrêté là, la discussion. Il s'est excusé. Oui, parce que non, il s'est pas excusé. Et au contraire, il est rentré dans une. Ton père était formidable, c'était un ami, etc. C'est un ami. Voilà, mais bon, donc mon père vraiment s'est sacrifié parce qu'il était persuadé que son fils allait réussir. Et moi, adolescent, je ne le voyais pas comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça vous savez, on fait des erreurs quand on est adolescent de parcours. On n'est pas très gentil avec son papa. Vous étiez dur avec votre père. On a une photo de vous quand vous étiez petit. Oui, mais c'est pas que j'étais méchant avec lui, c'est que c'est mon petit garçon qui a aujourd'hui 19 ans, Mathéo. Et effectivement, il était déjà malade. C'était le début de la maladie. Ouais. Voilà. Et mais non, mais
quand on grandit, on croit savoir mieux que son père, forcément. On n'écoute pas ses conseils. Puis quand je suis parti à Paris, il y a eu une distance qui s'est mise un petit peu. Il y a eu une séparation de ma mère. Il s'est remarié. Et oui, je m'en veux parce que aujourd'hui, je suis père de famille aussi. J'ai 3 enfants. Donc je peux comprendre ce qu'il a ressenti à l'époque. D'accord. Voilà. Et effectivement, quand vous donnez de l'amour à votre enfant et que votre enfant ne vous le redonne pas de la même manière, ça peut faire souffrir et j'en suis désolé, j'aurais dû réagir autrement. Alors, vous l'expliquez dans ce livre, vous lui avez parlé à votre père avant qu'il parte. Bien sûr. Il est parti d'une maladie qui est terrible, qui s'appelle la maladie de Charcot. Vous la prenez comment ? Je suis en studio à Milan en train d'enregistrer mon dernier album italien et il faut savoir que quelques mois avant, son frère est mort de la même maladie. Donc c'était vraiment le gène héréditaire, puisque dans la famille de mon père, son cousin germain et son frère sont morts de la même maladie l'année avant. Et ça arrive d'un coup en fait. Donc c'est incroyable. On ne connaît pas du tout à cette époque-là la maladie de Charcot. Moi, il m'annonce qu'il a été faire des tests et qu'on lui a annoncé qu'il avait aussi cette maladie. Donc forcément, je tombe de ma chaise et puis j'essaie de réagir rapidement et je lui dis, écoute papa, c'est forcément une erreur. Là, je suis en Italie, je reviens dans quelques jours, on va aller faire d'autres examens à Paris. Donc j'appelle des copains qui m'envoient chez un professeur à la Salpêtrière. On refait des examens avec mon père. Et là, c'est violent. C'est parce que le médecin ne met pas de gants. Il fait ses tests, voilà. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Et on est revenu beaucoup de fois avec des invités, encore une fois, sur ces éléments de langage avec les médecins. Je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas de gants quand ils annoncent. Ça revient souvent sur l'annonce des maladies. C'est dur pour vous, mais imaginez le malade. C'est-à-dire qu'on est dans son cabinet, on se réinstalle à son bureau, le professeur vous regarde et vous dit « Vous avez effectivement la maladie de Charcot, il vous reste entre 6 mois et 1 an. » C'est une violence, mais inouïe, quoi. Et moi qui essaie de rassurer mon père, là, c'est compliqué de le rassurer à cet instant-là. Donc, comment réagir ? Donc, forcément, là, j'encaisse. Et je me dis, il va partir. Voilà. Mais en même temps, il faut que je rebondisse pour montrer à mon père que, attends, sauf qu'il y a le professeur qui est en face de vous. Ah oui, et qui lui renchérit, quoi. Et donc c'est très compliqué, c'est un moment vraiment qui restera gravé. Mon père se lève, sort, sans rien dire, et je reste un peu avec le docteur en lui disant, vous vous rendez compte quand même, vous dites ça comme ça, il y a certainement des choses à faire, il y a des traitements, il y a... Et dit non, monsieur, il n'y a rien. Votre père va mourir dans moins d'1 an. Oh là là, mais c'est pas possible de dire des trucs pareils. Et donc, au fils en plus. Et donc c'était le choc, la douche froide. Je reprends la voiture, moi j'habite en Bourgogne et je reprends l'autoroute avec mon père et c'était un moment pendant plus d'1 heure, on se parle pas parce que mon père ne dit rien, moi je sais pas quoi lui dire. Quoi, forcément. On est vraiment assommé par cette nouvelle et je m'arrête dans une station-service. J'appelle ma femme et je lui explique. Et je remonte dans la voiture et en même temps je me dis, bon là, il faut se battre. Il faut se battre parce qu'il y a peut-être un espoir. C'est ce que vous allez faire. C'est ce qu'on va faire. Pendant tout le livre, vous l'expliquez, mon père, ma bataille chez Prisma. Et on va arriver évidemment à la fin de ce livre avec un passage très très fort. C'est là où vous expliquez que votre père, vous allez le délivrer. Et c'est quelque chose de très fort dans le livre. C'est un passage très fort. Je vais le lire d'ailleurs. Alors avant, juste que je lise, peut-être expliquer ce qui se passe juste avant. C'est-à-dire que il y a l'intubation de force qui arrive, que vous expliquez dans le livre aussi. L'évolution de cette maladie, normalement, vous avez, quand on vous annonce cette maladie, vous savez que vous avez entre 2 ans et 5 ans. Mon père est parti en 6 mois. Donc ça veut dire que ces 5 années ont été réduites en 6 mois. Et j'ai vu une évolution agressive sur mon père, c'était assez incroyable. C'est-à-dire que c'est dégénératif, donc on se bouge plus, c'est ça. Quelques jours plus tard, après ce dernier rendez-vous, il avait déjà du mal à manger. Donc 1 mois après ou 2 mois après, il ne peut plus manger. Donc il fallait lui faire des soupes, il devait manger à la paille. Ensuite, c'est une maladie neurodégénérative qui atrophie les muscles du corps, qui se termine par une paralysie des muscles respiratoires, donc vous étouffez en fait. Et donc mon père est passé par ces étapes, mais très très rapidement. Et on arrive à un moment où on m'appelle pendant la nuit, voilà, votre père va partir, il n'arrive plus à respirer. Et c'est moi qui prends la décision de dire au docteur par téléphone, non mais c'est hors de question,
il faut le faire respirer. Parce qu'il faut que je voie mon père. Il faut que je lui parle. Et donc, c'est là qu'ils prennent la décision de l'entuber. Je prends la voiture et j'arrive dans la nuit très très rapidement au CHU de Liège. Et il se réveille le lendemain matin. Il est conscient encore. Il est conscient, il me voit, il m'écrit quelques mots que j'ai gardés. D'ailleurs, il m'écrit comme son testament, si vous voulez. Mais très difficilement parce que ses mains ne fonctionnent plus. Hein. Et puis il me dit, fais-moi partir. Voilà, s'il te plaît, fais-moi partir. Papa a déjà trop souffert, il a le droit de partir. Patrice hoche la tête, alors vous comprendrez qui c'est en lisant le livre. Je me lève, je regarde mon père une dernière fois, puis je fais ce geste fou, impensable, mais qui arrive au bout de longs mois de combat et de souffrance. Je ne tremble pas, je sais que c'est ce qu'il veut, j'ai sans doute trop tardé, pardon. Je mets la main sur le tuyau et le retire. En fait, mon père m'avait toujours dit que s'il devait vivre comme un légume et respirer avec une machine, qu'il fallait que je débranche cette machine. Et depuis toujours, il me disait ça toujours. Le médecin de famille, Patrice, justement, qui m'avait connu aussi tout petit, donc il connaît la famille par cœur, me dit, Mario, voilà ton père, parce qu'il était à l'hôpital, mais il voulait mourir à la maison. Donc j'ai dû me battre avec les docteurs pour l'emmener chez lui mourir. Parce que pour eux, c'est fini, il meurt. Non mais d'accord, mais je dis, mon père, au moins, sa dernière volonté, c'est de mourir chez lui. Faites-moi plaisir de l'accompagner chez lui, etc., etc. Donc 48 heures, il est resté chez lui. Il y avait la famille, il y avait le docteur, et le médecin me dit, Mario, il faut y aller, il faut injecter le produit parce qu'il souffre trop. Et je lui dis, écoute, avant d'injecter ce produit, mon père ne voulait pas respirer avec une machine. Je voudrais voir s'il respire sans machine. Et effectivement, je me dirige vers sa gorge et je lui débranche le tube qu'il a dans sa gorge. Et là, il y a une dernière respiration et il devait partir, normalement, puisqu'il était censé ne plus pouvoir respirer sans machine. Et là, il se met à respirer. 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures. Même le médecin ne comprenait pas. Et du coup, sa sœur, des cousins étaient là, donc partent. Et puis, je me suis retrouvé seul face à mon père. Et c'est là que mon père fait une dernière respiration et s'en va. Comme s'il voulait qu'on soit seuls, tous les deux. C'est souvent ça ce qu'on me raconte aussi quand il y a les départs d'un parent. Est-ce que ce geste va vous poser des problèmes pour la suite ? Parce que quand on débranche quelqu'un, normalement, c'est un médecin qui le fait. Mais il lui avait injecté, j'étais avec le médecin, forcément, okay. Et puis il avait injecté le produit, donc c'était une question de minutes pour lui. Une question de minutes, mais parce que je voulais pas. Alors c'est un dilemme. Mon père voulait partir, voulait être euthanasié, et je trouve d'ailleurs que c'est une réponse qu'il faut laisser vraiment aux malades qui souffrent. C'est clair. Alors ça, c'est un débat très intéressant qui, évidemment, est en plein dans l'actu. C'est la question de l'aide au suicide. On n'est rien, nous, pour décider à la place de celui qui souffre. Et croyez-moi que quand on souffre comme il a souffert, il faut partir. Il faut laisser le choix aux malades de partir. Mon père, ma bataille, un témoignage bouleversant, comme vous pouvez le constater, et c'est chez Prisma. Voilà, un très joli livre. Et je rappelle quand même que ce livre est à retrouver donc, dans les très bonnes librairies, mais aussi que vous ne touchez rien, si je ne me trompe pas. Non, je reverse tous les droits à l'association Arsla, voilà, qui lutte contre la maladie de Charcot. Et je suis d'ailleurs un de ses ambassadeurs, au même titre que Pascal Bataille, par exemple, ou Titoff. Et on essaye de leur apporter, en tout cas, un soutien, et un soutien aussi financier par des organisations d'événements que nous allons faire. Ça marche très bien parce que vous avez réédité le livre à 5000 exemplaires, si je ne me trompe pas. C'est ça, on est en cours là. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Voilà, je vous invite vraiment à lire ce livre et c'est pour ça que j'ai passé autant de temps, parce que je voulais que les gens quand même comprennent ce que vous avez vécu et parce que voilà, c'est un moment fort. Et puis le papa qui part, c'est un pilier aussi. Parlons un petit peu amour maintenant. C'est parti avec Mario. Alors, déjà, avant Madame, qui est actuellement, que j'ai vu tout à l'heure d'ailleurs en coulisses, qui surveille l'émission, pour savoir ce que je vais dire. Et votre petit loupio, là, que j'ai vu aussi, qui se promène. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu du monde avant ou pas ? Ou vous étiez tranquille ? Parce que quand même, les Italiens, on connaît. Non, mais vous le savez. Alors, d'abord, elle le sait aussi, j'ai toujours aimé les femmes et les belles femmes. Voilà, j'ai été marié avec une autre belle femme, qui est la mère d'ailleurs de mes 2 premiers enfants, Matteo et Liola, avec qui je m'entends très bien et où il y a une harmonie de famille exceptionnelle. Et d'ailleurs, j'espère pour les autres parents, parce que les divorces, parfois, ça fait mal. Et je veux dire, quand ça se passe bien, c'est super, pour les enfants, mais pour les adultes aussi.
Voilà. Et donc, il y a vraiment une vraie harmonie de famille recomposée, qui est géniale. Le petit frère s'entend bien avec la grande sœur, le grand frère, et c'est super. Alors, votre femme, elle a des enfants elle, non, elle n'a jamais eu d'enfants. Non, alors, il n'y a que moi qui fais les enfants à mes femmes. Oui, non, mais... oui, bien sûr, mais on est d'accord que les enfants que vous avez actuellement, c'est la belle-maman. Alors, mon petit dernier, non. Mon petit dernier est... Mais l'autre lequel autre les deux grands. Vous avez bien les deux grands. La maman, c'est Nelly. Nelly, d'accord, ok. Et Andrea, le petit dernier que vous avez vu tout à l'heure. D'accord, qui était avec Jessica, elle. D'accord, ok. Très bien, je me trompe. Parce que des fois, il faut suivre. Hein. Moi, je suis un peu paumé. Allez, on les montre vos enfants. Et on va montrer votre jolie femme, évidemment, en premier, quand même, qui est actuellement avec vous. Alors, c'est Jessica, c'est bien ça? C'est ça. Voilà, Jessica, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 10 ans. Ça commence à faire, là. Hein. Ça fait 10 ans, oui. Je l'ai connue, elle était plus jeune que moi. J'essaye de prendre plus jeune que moi pour me tenir en forme. Elle est toujours plus jeune que vous. Hein. C'est ça qui est génial, c'est que dans 10 ans, elle sera encore plus jeune que moi. Voilà, et non, je le dis toujours, c'est un petit ange tombé du ciel qui est venu au bon moment. Vous savez, il n'y a pas de hasard, et je pense que les rencontres dans la vie arrivent toujours au bon moment. C'était une période pour moi un peu compliquée. Parce que c'était le divorce, c'est ça? Non, mais il y a eu le divorce, mais il y a eu aussi des mauvaises rencontres après. Surtout quand on est seul, on rencontre des mauvaises personnes aussi. Par rapport à l'amour aussi, à des femmes. Et quand vous êtes un peu plus faible, forcément, vous vous faites avoir en amour. Vous vous faites avoir comment? Comment on se fait avoir en amour, Mario, avant que votre femme Jessica arrive dans votre vie? Mais moi, je suis quelqu'un de très déjà qui fonctionne avec son cœur. Donc, je me rappelle même des filles que j'aurais connues très peu de temps, par exemple. Il faut que j'ai quelques émotions quand même. Ouais. Voilà. Et quand on est quelqu'un d'authentique et qu'on se donne à 100%, bah, parfois vous pouvez avoir des douleurs parce qu'on se trompe de personne, tout simplement. Douleurs financières? Oh ben ça, des douleurs financières, on en a tous eu, on a des hauts et des bas, mais j'ai à chaque fois pu rebondir parce que mon père m'a donné aussi son apprentissage à l'époque. Quand je voyais qu'il était dans... Ben, je le voyais avec mes yeux d'adolescent, hein, et qui rebondissait parce qu'il allait au charbon, parce qu'il allait frapper aux portes qu'il fallait, etc. Donc, moi, je suis tenace. Et même quand ça va pas bien, je montre que ça va toujours très bien. Les enfants, ils sont là, avec vous. Alors, je disais tout à l'heure, évidemment, là, vous avez... Bah là, ça fait un petit mais ils étaient plus petits, ça fait... Ça fait au moins 3 ans, celle-là. Fiers de leur papa? Oui, alors ma fille, elle veut chanter, elle danse. D'accord. Ah, donc elle veut chanter, le chemin. Elle veut faire The Voice Kids, mais maintenant elle a 13 ans, donc elle fera... Vous connaissez bien Nikos, il y a moyen de... Oui, mais... pistonner un peu quand même. Oui, mais alors moi, je suis justement à l'inverse, peut-être de certains parents. Ouais. Je lui dis qu'elle n'était pas prête. D'accord. Voilà. Et ça ne sert à rien qu'elle aille se casser la figure dans une émission ou l'autre. Mais si elle est prête un jour, je l'aiderai à faire ce qu'elle rêve de faire. Elle vous a demandé de vous aider un petit peu? Oui, elle me l'a fait comprendre. Elle vous a dit quoi? Elle me l'a fait comprendre. Papa, bon, The Voice Kids, j'y vais pas alors. J'adore, c'est génial. Mais en plus, vous avez une super... Vous êtes en plus un des rares à avoir une super belle amitié avec Nikos. Profitez-en. Il peut Nikos vous aider. ou d'autres. Avec mon festival, vous savez, il y a Bruno Barberes qui vient souvent chez nous. Bruno Barberes vous étiez présent à mon premier festival, je crois. Exactement. J'étais présent, j'étais là. On va parler un petit peu... Alors, est-ce que vous en vouliez un autre ou pas? Un enfant? Est-ce que vous y avez pensé? Alors, effectivement, ma femme, c'est son seul enfant, elle aurait pu me demander de faire d'autres enfants et on en a discuté déjà. Et moi, j'adore les enfants et j'ai toujours voulu avoir une famille nombreuse avec plein d'enfants. Mais je ne vous cache pas que le monde actuel dans lequel on vit me fait peur. D'accord. C'est la raison pour laquelle vous avez... C'est la raison. Ah d'accord, vraiment? Ah oui, c'est vraiment la raison, ça me fait peur. J'ai peur, pas pour moi, mais pour en tout cas l'avenir. Je ne sais pas ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants plus tard. Et je trouve que le monde, malheureusement, évolue plutôt mal. Voilà. 47 ans. Ah oui, 47, j'ai dit 46 tout à l'heure, je me suis trompé. Dans une autre émission, pardon. Oui, c'est ça, ouais. 47. Oui, mais vous n'avez pas 46. C'est vrai comme ça, la vie. C'est vrai, je viens de faire 47 ans le 16 novembre. On ne choisit pas son âge. Vous m'avez eu, c'est à cause de la veste, hein? Ouais, peut-être. La crise de la cinquantaine, vous la voyez arriver ou pas du tout? Moi, je fais des crises tous les 5 ans. Ah bon, c'est vrai? Ma femme m'a dit, non, mais toi, ta crise de cinquantaine, c'est bon, tu l'as fait 10 fois. Ah bon? Vous faites quoi comme crise? Parce que, non, mais c'est une façon de parler. Vous n'aimez pas vieillir? Non, j'aime m'amuser surtout. Ouais. J'aime profiter de la vie. Et donc, c'est pour ça que ma femme me fait toujours ces petits clins d'œil parce que, voilà, des fois, j'ai beaucoup d'amis. J'ai vraiment la chance d'avoir beaucoup d'amis autour de moi. Et de temps en temps, quand je pars 2-3 jours, on fait la fête, etc. Donc, ma femme me dit, attends, c'est bon, t'as plus 25 ans. Hein. Ouais, bah oui, vous remontez un peu les bretelles.
Ah bah oui, parce que vous aimez bien vous amuser. Mais oui. Cher Mario, vous avez jamais eu de soucis vous, avec les drogues, l'alcool? Non, jamais. ça Jamais. J'ai jamais fumé déjà de ma vie. La maladie de votre papa, est-ce que vous avez fait des tests pour savoir si vous étiez... Non, on m'a proposé, parce que dans son cas, c'est une maladie héréditaire. Et j'ai refusé de faire le test. J'ai refusé parce que même si j'ai le gène, Oui, on a une chance sur 2 qu'il se développe ou pas. d'accord, ok. Et je me dis que dans la vie, on a déjà pas mal de soucis à régler. Bien sûr. Pardon, et qu'on a chacun une épée de Damoclès sur la tête et Mais... ça sert à rien d'en rajouter une autre. D'ailleurs, vous parlez de soucis et je fais une transition. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous avez eu des soucis avec la justice? J'avais vu ça sur... j'ai vu des articles. Est-ce que c'est faux ou c'était vrai? Non, c'est faux. Enfin, c'est faux. J'ai vu avec une voiture de 900 euros. Ça, c'est faux. Ça m'a fait rire. Ah non, Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette vous savez qu'en histoire? sortant de la Starac 1, Oui. j'ai été... D'abord, on était comme des stars à l'époque. Ouais. Hein, c'était incroyable. J'ai été accueilli en Belgique par... donc comment on appelle ça, à la police judiciaire à Liège. Ouais. Mon premier rendez-vous en Belgique, c'était avec eux. Et pour quelle raison? Non, un producteur j'avais fait un contrat avec un producteur D'accord. qui avait attaqué d'ailleurs Universal Music, enfin, qui D'accord. a essayé d'attaquer Ouais. Universal Music et qui avait essayé d'interdire les disques de la musique à la vente. hein. Ah, d'accord. Et donc Alexa Laure-Joubert vient me trouver au château, parce que j'étais toujours au château. Ah oui? Mais il dit, tu nous as caché que tu avais un contrat. Mais j'ai pas de contrat, il me l'a annulé. Voilà le document, enfin on retrouve le document. Ah, vous êtes pris Mais la comme tête en c'était un plus. document envoyé par fax à l'époque, D'accord. ce producteur véreux belge jouait là-dessus et voulait juste récupérer un peu de sous. Au final, vous avez gagné? Ah oui, Universal a gagné forcément D'accord, très ok. rapidement d'ailleurs. Et cette histoire de voiture, c'est Alors ça, totalement c'était faux. un copain c'est la voiture d'un copain, d'un ami à moi, qui m'avait donné sa voiture. D'accord. Et quand je suis venu à Paris, c'était une Clio, je crois. Ouais. Ben j'avais pas de sous, j'ai vendu sa voiture dans un marché automobile. C'est très drôle. Non mais oui. Et donc je suis venu avec cet argent à Paris. Ah oui, mais là, ça se fait pas, ça. Non mais avec l'autorisation de mon ami, mais Ah sauf bon que Ah, la d'accord. carte grise où Oui. les documents étaient à son nom. Oui. Et des journalistes ont profité de ça en disant il a vendu une voiture qui n'était pas à lui. D'accord. Ah bah voilà, bah, au moins on comprend. Parce Ah que oui, je non, voyais mais- ça traîner sur Ah non, Internet. mais- Je me ah dis, ben, qu'est-ce ils que m'ont c'est fait- ah ben, comme quoi, quand on devient célèbre, les médias se chargent bien de trouver des choses négatives. En tout cas, ça m'a beaucoup fait rire. Je remercie Thomas qui m'a aiguillé, qui travaille assez vite. Il me dit, mais il y a eu des soucis avec de justice. Je dis, ah bon? Et là, j'étais voir sur Internet. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Il a revendu une voiture qui était pas à lui. On se retrouve dans un instant sur C8. On va parler évidemment de la Star Academy, chers amis. Évidemment, avec ce titre. C'était la Starac 1. L'hymne des hymnes. Hein. C'est l'hymne des hymnes, la première Starac, plus gros score d'audience. Jennifer, Raphaël Rizzi, Mario, Kamel. Bah oui, c'était ce qu'on aime. On est ensemble avec ce livre, très joli livre de Mario. Chers amis, on revient dans un instant et on va vous parler des petits secrets de la Starac. On adore son avis sur la nouvelle Star Academy, évidemment, et les fameuses questions cash. A tout de suite sur C8 avec Mario. Vous êtes sur C8. Est-ce que vous êtes prêts pour entendre la musique, chers amis? Mario est avec nous. Oui, la musique. Il faut chanter. Mais Jordan, oui, chanter. oui, mais vous chantez très bien, Mario. Hein. C'est pas pour rien que vous étiez dans la Starac. Hein. C'est la meilleure des Starac pour moi parce que c'est la première, c'est celle dont tout le monde. Eh ben oui, moi je parlais tout à l'heure avec la maquilleuse qui me dit, bah j'ai pas suivi, mais celle-ci, Mario, je connais parce que forcément, on doit encore vous arrêter dans la rue pour vous en Non, parler. mais bien sûr. Et puis ça a marqué les gens. En fait, Ouais. ça a marqué les mémoires et on a touché le cœur des Français surtout. Pourquoi? Parce on était les premiers. Il n'y avait pas d'autres exemples, même pour nous, candidats, quand on est entré dans le château, on ne connaissait pas ce que c'était. Et même pour la production, finalement, qui était... et donc, voilà, on était spontané, on était naturel, il n'y avait pas de... Rien n'était écrit, en fait, sur le papier. Elle est là, la petite équipe de la Star Academy, juste derrière nous, avec énormément de personnalités, forcément, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même des sacrés caractères. On reconnaît notamment, évidemment, Jennifer, on en parlera dans un instant. Olivia, Patrice... Voilà. JP, forcément, Karine, Jessica, Alors Jalil. Jean-Pascal, tout va bien au final? Écoutez, il est venu à la maison l'été dernier. Ouais, bah, vous êtes un peu foutu de notre gueule, Mario, parce qu'à un moment, on pensait que vous étiez en froid, donc nous, évidemment... Ça a marché, hein. Bah oui, ça a marché. Mais ça nous a fait rire. Mais Hein. pourquoi vous avez fait ça? Non, je vous explique, chers amis, que vous compreniez. Parce qu'il nous a fait croire qu'il était brouillé avec Jean-Pascal. Et en fait, on a compris un petit peu, parce que vous savez, nous, les journalistes,
même si je ne me considère pas comme un journaliste, mais bon, on aime bien fouiller un petit peu le bazar. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais c'est bizarre quand même cette histoire. Et lui, il a raconté au final que c'était un jeu qu'ils avaient fait tous les deux. Ouais, quoi. ben on est rentré dans le jeu en fait très facilement. Du coup, ça nous a amusé, même s'il y a eu des gros clashs au château. Hein, Ouais, oui, bien sûr. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'est resté un de mes amis proches. On s'appelle toutes les semaines, on s'envoie des messages. Karine, pareil. Olivia, on s'est pas vu depuis longtemps, mais on s'écrit. Voilà, Patrice, pareil. Pourquoi il y avait des clashs avec Je Jean-Pascal? me rappelle plus, c'était au château. C'était le caractère? Je sais plus, ouais, on a deux caractères forts. Puis c'est quand il était parti à Londres, je crois. Enfin, je sais plus, mais ouais, j'ai bien gueulé ce jour-là, je m'en rappelle. Il monte aussi vite qu'il redescend. Oui, non, mais c'est un vrai gentil. Il a le cœur sur la main et c'est vraiment lui aussi qui est père de famille et qui a aujourd'hui, il a plus 20 ans non plus. Donc, Le petit clin d'œil sympathique. Tu n'as plus 20 ans, au cas où tu ne serais pas au courant. Jean-Pascal, non, c'est un super mec. qui est de temps en temps chez Cyril Hanouna, évidemment, Tout à fait. que vous retrouvez dès ce soir sur Touche pas à mon poste, évidemment. Une vidéo maintenant à vous montrer. Olivia Ruiz est passée faire un tour chez Thomas Isle, que j'embrasse, qui est sur Europe 1. On va regarder l'extrait qui est très intéressant parce qu'elle revient, et c'est très rare, sur la Star Academy. Oui, c'est rare de sa part. Et en effet, c'est quelque chose qu'elle a un peu effacé comme de sa tête de manière générale, hein, on l'a compris. D'ailleurs, la dernière interview qu'elle avait faite, c'était avec Laurent Ruquier, où elle expliquait que voilà, elle n'avait pas trop apprécié ce passage dans le château. Elle a un petit peu changé son discours. On écoute et on regarde et on en parle avec Mario juste après. Alors disons qu'on pensait savoir où on mettait les pieds, mais que tout a changé en cours de route. C'est-à-dire qu'au départ, on nous présente ça comme étant Fame, donc une école. Voilà. Et TF1 se défend de faire de la télé-réalité en disant alors, attention, nous on fait pas de la télé-poubelle, c'est pas le loft. Soyons clairs, là on est sur un centre d'apprentissage. Voilà. Et puis au bout de quelques semaines, l'émission ne fonctionne pas. Donc le centre d'apprentissage s'équipe dans la salle de bain, dans les chambres de caméras pour transformer les choses et on a essayer rajouté des caméras. Absolument. Ah oui. Au bout de 3 semaines, on nous dit l'émission va s'arrêter, ça fonctionne pas. On voit bien qu'il y a des travaux en train de se faire dans la maison et puis tout d'un coup ça décolle grâce à ça. Ce qui en dit long quand même. Ah oui. Ouais. Donc on est allé un peu plus dans votre intimité, dans les histoires d'amour, les amourettes et tout ça qu'il y avait. Ouais, je crois. C'était ça qui intéressait. En sortant, vous imaginez bien qu'on n'a pas envie d'aller regarder tout ce qui vient de s'écouler, mais c'est ce qu'on nous racontait, oui. Ouais, c'est ça. On sent quand même que ça l'a beaucoup énervé, hein, cette histoire de... Alors, nous, enfin, en tout cas, je ne l'ai pas remarqué, mais effectivement, elle a raison, l'émission ne marchait pas pendant 15 jours ou 3 semaines. D'ailleurs, il devait même l'annuler, je pense, cette émission. Et puis, moi, je pense plutôt que c'était la venue de Florent Pagny et puis les stars qui sont venus par après. Ouais. Vous n'êtes pas trop d'accord avec sa version? Je sais pas, j'ai pas vu de travaux, ou alors j'étais tellement pris dans le truc de la Starac, mais... Parce qu'elle, elle dit qu'elle revanche, a c'est vu vrai, des travaux avec des caméras qui sont installées. je m'en rappelle plus. Vous étiez là-bas. Moi, j'ai pas vu ça. Mais D'accord. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est pas la même version. il faudra demander à un JP, mais moi je m'en souviens pas en tout cas. D'accord. En revanche, effectivement, moi j'arrive là-bas parce que j'ai vu le spot publicitaire qui faisait penser très fortement à Fame pour entrer dans une académie, etc. Mais faut pas être dupe non plus. On va dans une émission de télé où on nous avait bien stipulé sur contrat aussi qu'on était filmé 24 heures sur 24. Ah, c'était dans le contrat, ça? Forcément. Alors, je comprends pas pourquoi Olivia Ruiz s'étonne qu'il y ait des caméras et qu'il la filme 24 heures sur 24. Je ne peux pas répondre à sa place, mais en tout cas, on va dans une émission et on sait qu'on est filmé. Et nous, en plus, on était filmé 24 sur 24. On n'avait pas d'hors-CSA à l'époque, nous. D'accord. C'est vu d'ailleurs 1 an plus tard. Et donc, on n'avait en revanche pas l'intimité. On peut expliquer ce qu'est une heure CSA, chers amis. Oui. Donc, heure Arcom maintenant, on peut appeler ça comme ça parce que ça a changé de nom. Mais en fait, c'est une heure où les candidats ne sont pas filmés pour préserver leur intimité ou s'il y a un câlin. Voilà. Exactement. Forcément. Et donc, dans la 2 et la 3, il y avait 1 heure puis 2 heures. Ils avaient une pièce, je crois que c'était la pièce une dépendance où ils pouvaient aller tranquillement faire un câlin. Sans être filmés en tout cas. D'accord, ok. C'est arrivé 2. Qu'il y a eu des câlins? Il y a eu des câlins. La une, on l'a vu. De toute façon, il y a eu ces 3 petits couples qui ont été formés. Jennifer, Jean-Pascal, Patrice, Olivia, et puis Jessica et moi. Alors Jennifer et Jean-Pascal, on n'entend plus tout parler. Hein. J'ai l'impression que ce couple... JP en a parlé, c'est une petite amourette, voilà. Mais elle n'en parle plus du tout, quoi. Je veux dire, elle a fait table rase de ça. Olivia Ruiz, vous l'avez revue? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. On s'est écrit il n'y a pas très longtemps. D'accord, ok. On s'est écrit il n'y a pas très longtemps. Elle pourrait venir peut-être à votre festival?
Ah ben pourquoi pas. D'ailleurs, j'y ai pensé cette année. Bon, on a eu Axel Bauer, mais c'est d'abord une artiste que j'aime beaucoup, Olivia, une personnalité qui est hors du temps et qui, effectivement, hors Starac aussi. Ah, ça, c'est clair. Hein. Les profs. Alors ça, les profs, c'est aussi ça la réussite de ce programme. Parce que, est-ce que ce sont bien les vôtres? Parce que ça changeait tous les ans. C'est les nôtres. C'est les vôtres, donc c'est la première saison. Mathieu Gonnet, avec Gonnet. On est toujours en contact, sauf avec Rafi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, mais Armand, et puis Kamel aussi très souvent. Kamel Wally. Par contre, on va parler maintenant d'une femme qui s'appelle Alice Donna. Alice Donna est la maman de Raphaël Rizzi. Je l'avais reçue en interview il y a quelques temps. Regardez l'extrait, chers amis. Ça va vous en dire long sur la raison pour laquelle Raphaël Rizzi, donc, qui était votre prof à la Starac, ne fait plus aucune télé. Écoutez, ce sont des images que j'ai retrouvées et je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler avec vous. Regardez, cher Mario. Et maintenant, elle a les cheveux blancs comme sa maman. Ah bon? Elle a les cheveux tout blancs. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue à la télé. Bah oui, parce qu'elle n'en fait plus. Hein. Elle veut plus en faire? Non, pas trop. Pourquoi elle veut plus en faire, Raphaël Parce Rizzi? que ça fut difficile. Ah ouais? Elle adorait ce qu'elle faisait au niveau du travail et du coaching des élèves, etc. Et puis d'être confrontée à des gens, c'était pas son truc. Professeur d'expression scénique à la Star Academy, on le rappelle quand même, en grande partie au niveau de la notoriété. Elle n'a pas fait que ça, évidemment. Parce qu'elle était pas la bête noire, mais c'était la méchante. Ouais. On en avait fait un peu la méchante, qui n'était pas. Elle a beaucoup souffert de ça. Ouais. Elle vous en a parlé? C'est-à-dire que j'ai assisté, moi, à un Noël où elle est arrivée en larmes chez moi, avec les cadeaux qu'elle avait achetés dans un supermarché pas loin de chez elle, parce qu'elle était coincée au château à l'époque de la Starac. Et on lui avait écrasé tous ses paquets. Parce qu'elle faisait partie des gens qui avaient décidé de se séparer d'un tel ou un tel dans les élèves, etc. Quoi. Mais qui avait écrasé ces paquets? Des gens? Des gens, parce que c'était la méchante. Et, je sais qu'elle a été très, très durement marquée par ça, par les réactions des gens et par l'image qu'on pouvait donner d'elle. La première année, elle ne savait pas. Après, elle savait. Alors quoi, la Star Academy l'a détruite? Elle ne l'a pas construite. Vous étiez au courant de tout ça? Pas du tout, c'est violent. C'est violent, mais vous savez, les gens peuvent être très méchants. Hein. Rappelez-vous aussi de Laurence Boccolini qui avait un personnage à la télévision. Money Drop. Mais après, vous savez, vous avez des gens qui sont très bêtes. Des gens qui sont très bêtes. Mais moi, je trouve pas que... Enfin, je ne suis pas dans sa peau, mais en tout cas, c'était un personnage très important qui était un peu dur, mais qui était juste dans les mots qu'elle nous disait. Et en tout cas, pour ma part, moi, c'est certainement l'un des seuls cours qui m'a vraiment fait avancer. Mais est-ce que vous avez senti à l'intérieur de cette Star Academy que Raphaël Rizzi souffrait de ce rôle? Ah non, c'est la première déjà, donc elle en a fait quelques-unes quand même derrière. Hein. En tout cas, la première non, et je pense que comme nous, on était novices, nouveaux, les premiers, et je pense pas qu'elle souffrait de ça, en tout cas à la Starac 1. Et c'était, il y avait la prof de chant un peu hilarante avec Armande, il y avait Kamel Wally qui était... très dur aussi dans le travail, attention Kamel. Hein. On avait le Mathieu Gonnet qui était un peu déconneur, voilà. Et puis il y avait Raphaël Rizzi. Et quand on allait à son cours, on n'était pas, on était comme ça, on avait un peu peur, mais pas peur d'elle, peur de ce qu'elle allait nous dire, parce que pour nous faire avancer. Pas de nouvelles d'elle, zéro. Ah non, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, effectivement. Jennifer. Jennifer, on s'est vu aux 20 ans de la Starac, voilà. Ça, c'était, je pense, au Energy Music Awards. À un moment où vous étiez embrassés, là, vous étiez assez. C'était ma petite sœur, tout le monde le sait. Voilà, je l'avais dit d'ailleurs il y a quelques années sur votre plateau. Aujourd'hui, on n'a plus de lien. Voilà. Aux 20 ans, comment ça s'est passé quand vous êtes rencontrés? Aux 20 ans, on était tous là, en répétition. C'était pendant 2 jours. Hein. Et j'avais été étonné parce qu'on devait rentrer chanter la musique. Tous ensemble, et donc je suis avec JP, etc. Et puis dès que je rentre sur scène, je vois une femme qui m'accompagne, c'était pas Jennifer, et c'était une doublure qui faisait de Jennifer et qui n'était pas avec nous. Donc je vous avoue que j'ai demandé au producteur pourquoi Jennifer n'était pas là, et puis on m'a dit qu'elle n'était pas encore arrivée, et qu'elle arrivait que le soir. Voilà. D'accord, ok. Donc en fait, elle est venue. Donc je l'ai rencontrée, on l'a vue quand on était en train d'entrer sur le plateau. En gros, ce que vous expliquez. Ce qui est la vérité d'ailleurs, c'est qu'en fait, elle a demandé à juste venir faire le live. Je ne sais pas ce qu'elle a demandé. Apparemment, elle était encore dans l'avion, elle venait de Corse, voilà. Et puis, moi, j'étais au maquillage et je l'ai vue effectivement arriver à la retouche maquillage. Et Jennifer est venue me saluer. Comment tu vas? Écoute, je vais très bien. Et toi? Super. Okay. Et puis, on est monté sur scène.
Ok. Ça a sur été le très plateau rapide. Parce directement. Donc on n'a pas eu le temps de. Parce que Jean-Pascal m'avait discuter. raconté qu'ils s'étaient pris un peu la tête tous les deux, mais parce qu'elle lui avait demandé de ne pas dire quelque chose apparemment. Il y a eu un truc pendant le plateau, il y a eu une pause sur le plateau. Effectivement, il y a eu une prise de bec entre elle et JP, je ne sais plus pourquoi. Mais voilà, après, si tu Parce veux- qu'elle lui a demandé de ne pas parler de la Star Academy et lui dit c'est ah bon, possible. t'assumes pas. Je crois que c'est ça. Ah, ça doit être ça, oui, Oui. effectivement. Ah vous inquiétez pas, tous les potins, je les ai. Je ne les oublie Non, jamais. voilà, on a fait le job. On Ouais. a fait tous le job. Nikos égal à lui-même, authentique, etc. Et tout le monde était d'ailleurs, même sur les producteurs, enfin Mathieu Vergne, super C'est accueil le producteur, et voilà, un de la- plateau génial. Et on aurait voulu certainement aussi, à un moment donné, après l'émission, Ouais, vous voir, boire un tous, coup, ouais. comme d'ailleurs j'ai croisé Nolwenn ou d'autres Ouais. personnes qui étaient tout à fait sympas. Et on s'est retrouvés avec JP, Patrice et Jalil dans un bar à Paris et on s'est dit c'est bien dommage qu'on ne soit pas plus. Voilà. Ouais, c'est vrai, mais c'est Mais compréhensible. c'est la vérité. Et juste une petite précision, c'est qu'il y avait aussi une petite brouille, c'est bien que vous soyez retrouvés, avec Jennifer, parce que vous aviez dit qu'elle avait fait trop de chirurgie esthétique ou un truc comme ça, non vous aviez Non, fait mais une ça, connerie. vous savez, c'est aussi des bêtises de ma part, hein, de Ouais. répondre par médias interposés Ouais. à ses pics, à mes pics. Bon, on a grandi depuis, c'était il y a quelques années. Et non, Là, d'ailleurs, c'est pour expliquer pourquoi il y avait eu des oui, tensions. mais vous savez, après les médias aiment alimenter ce genre de choses. Ah non, on n'est pas comme ça du tout. Et d'ailleurs, je ne vous en veux pas puisque je suis là et je vous aime beaucoup, Jordan. Hein, voilà. Nikos, Nikos. toujours très proche. Je vais le répéter sans cesse. D'ailleurs, il y en a à qui ça plaît pas, hein, parce que vous savez, bon mais parce que dans le milieu aussi, parfois les amitiés sont jalousées. Ah, il y en Voilà. a à qui ça plaît pas que vous Bah, bien soyez sûr, proche de mais- Nikos. bah, il y a des jaloux et qui vous le font comprendre parfois, mais Comment vous la fait comprendre? Parce que là, vous me dites à moitié les mots. oh, non mais ouais, c'est bon, lui c'est ton grand frère, ça va, on le sait, machin. Ben, oui, Des gens de la Starac? Oh non, on s'en fout de qui, mais des. Bah si, dites-moi. Non mais des gens comme ça dans Ouais. le milieu artistique, dans le Ouais. milieu de la télévision. Ouais, etc. on a compris, c'est bon, t'as pas besoin de te. Voilà, c'est ça. Mais vous savez, moi quand j'aime quelqu'un, je l'aime à 100%, lui aussi. D'accord. Et ça, notre histoire est née vraiment le premier soir de la Star Academy, le premier prime. On s'est regardé, on s'est compris. Voilà. Et la preuve en est, quand je l'appelle, Gynico, je voudrais que ce soit toi qui fasses la photo du livre, parce que Il vient, tu as ouais. rencontré mon père à plusieurs reprises. Ben, il me dit pas, appelle ma mon attaché soeur, de mon presse, agent, ouais. etc. Quand tu veux. D'accord. Son attachée de presse qui est sa sœur, si je me trompe Exactement. pas. Maria. La nouvelle Star Academy. Ben, écoutez, moi je suis content. Vous aimez bien, vous regardez. Alors, je ne la regarde pas trop cette année. J'avais plus regardé l'année dernière. Une partie des candidats euh, sont plutôt bien partis. Non, je sais pas. La seule Ah, que non, je vous connais. regardez, vous regardez Non, pas non, du oui, tout. parce que j'ai pas eu le temps cette année. Mais la seule que je connais, c'est la petite Lola, parce que je l'ai invitée à mon festival la semaine D'accord, dernière, ok. ou il y a 15 jours. Ouais. Et c'est marrant parce que quand on. Ben, elle m'a vu, elle était contente de me voir comme si j'étais son grand tonton, quoi. Ah, c'est drôle. Et donc, comme si elle me connaissait depuis toujours. Et moi, pareil, j'étais content de la recevoir. Et quand je dis ce mot aussi, comme une famille, mais c'est pas pour faire du cinéma. Vous avez la famille Canal+, hein, avec Cyril et les autres. Ben moi, j'ai la famille Starac et ce sera comme ça. Avec Karima, d'ailleurs, Charny, on se l'est dit aussi. Et voilà, c'est un lien qui restera très très fort, je pense, toute ma vie. Et je suis content, excusez-moi Jordan, et je suis très content que la Starac revient parce que ça fait du bien au paysage de la télé-réalité. Ouais. Avec des personnages sains. Ah qui oui, c'est chantent, clair, non, qui ça change dansent, de- oui. Et ça change de tout ce qu'on voit, qui est de la télé poubelle. Ouais, excusez-moi. ouais, Voilà. ouais. Les questions cash. C'est maintenant sur C8. Quand on s'appelle Mario, on a touché combien en tout et pour tout pour la Star Academy? Le chèque. En tout cas, je ne sais pas en tout, mais en tout cas, le premier chèque que j'ai reçu de Universal Music à l'époque, c'était dans les 200 000 euros D'accord. d'avance. Donc ça, c'était en 2002. D'accord, ok. Voilà. Après, il y a d'autres, il y a l'album, il y a plein de choses. Et forcément, on gagne plein de sous parce qu'il y a la tournée, il y a plein de choses. Si Donc, on fait un global, on gagne c'est quoi dans beaucoup les d'argent, un entre- demi-million entre- d'euros à peu près? entre 6 et 800 000 peut-être, je sais pas. 800 000 euros. Ouais, c'est quand même pratiquement 1 million d'euros. C'est énorme. Est-ce que cet argent a été quelque part en particulier? Vous l'avez réinvesti? Ah ben non, j'étais très, très bête à l'époque, puisque j'ai quasi tout flambé. Ah ouais? Mais oui, parce qu'on a 23 ans, 24 ans, 25 ans, on fait des Mario, tournées. vous n'avez pas flambé 800 000 balles Mais quand même? alors, je connais pas le chiffre que j'ai flambé, mais j'invitais beaucoup de monde. D'accord. J'invitais beaucoup de monde autour de moi, j'étais jamais seul. D'accord. Les restaurants, C'est les marrant, bars, un peu les comme clubs. Magali Vaé. Et alors, elle a cramé 1 million d'euros, hein, Ouais, Magali Vaé. non, non, En restaurant, en... Je dirais pas ça, mais voilà. Alors,
quand je me suis marié déjà la première fois, on se calme. Ouais. On se calme, mais on en a déjà flambé une partie. D'accord. Mais dans quoi, pardon? Mais je vous Non, mais pose la question. on va dans des stations UP de ski, par exemple, D'accord. Ouais. pour faire l'américain, et puis voilà. Les semaines et à puis, 10 000 euros. Et puis on invite à 15 000 même, à 15 000. Ah ouais. 15-20 000, voilà. Ouais, d'accord. Et puis voilà, puis on loue un appartement hors de prix, sur l'île Saint-Louis, par exemple. Combien? Nos voisins, c'était Claudia Cardinal, et Oh. c'était... Et c'est un voilà. appartement à combien par mois, ça? Je crois que c'était 7 000 euros par mois à Oh l'époque. là là, ah ouais, là, non mais... Non mais vous ne calculez pas, en fait, quand vous avez l'impression, très jeune, Ouais. 23 ans, on vous donne déjà 200 000 euros comme ça, Ouais. vous avez l'impression que tous les 6 mois, vous allez avoir 300 000, vous voyez. Qui c'est qui vous prévient qu'il va falloir vraiment se calmer sur les dépenses? Ah, mais ma famille proche, hein, ma mère, ma grand-mère aussi à Elle vous l'époque. disait quoi, Elle m'a dit, fais attention, hein, fais J'ai attention. l'impression que tu as une belle vie en ce moment. Non mais voilà, bon, et je ne le regrette pas. Je regrette de l'avoir utilisé peut-être maladroitement à l'époque, mais bon, aujourd'hui j'ai 47 ans et je l'aurais pas fait comme ça, forcément. Le jour où vous êtes embrouillé avec un prof de la Starac, Ah bon? c'est arrivé ou pas? Je crois pas. Jamais. La chose la plus étonnante qu'un fan ou qu'une fan vous ait envoyé, Mario? Une culotte usagée, Usagé. Ouais. Ah, j'avais pas encore entendu ça. dans un petit tube en plastique, à Ah, la fin d'un concert, ah ouais. avec son numéro de téléphone que je n'ai pas appelé, bien entendu, D'accord. vu la couleur de la culotte. Oh mon Dieu, quelle horreur. Non mais c'est Mais cash, je vous voulais la des donnez réponses comme... cash. Elle vous l'a donné comme ça? Oui, elle me l'a jeté ou elle me l'a donné Ouais. comme ça à la barrière. Ok. Et vous l'avez pris gentiment? Mais je savais pas ce que c'était au début. Hein. Vous avez dû être content quand vous avez ouvert le tube. Le tube à essai qui refermait bien des surprises. Non, pas non plus. La chose la plus touchante que Nikos a faite pour vous? Bah déjà la photo du livre parce que Ouais. c'était très À part avec le personnel papa, pour moi, forcément. voilà pour mon père. Ce livre-là. Et puis il m'a offert à mon mariage, à mon dernier mariage, un cadre fait par il est très pratiquant, Ouais. Nikos, et ils ont une coutume d'aller en Grèce pendant les fêtes religieuses Ouais. et il m'a fait faire ça par quelqu'un d'important pour lui, et donc ce cadre protège ma maison, il est chez moi. D'accord, ok. Voilà. La chose que vous avez lue sur vous qui vous a fait le plus de mal, Mario? Bon, c'était les mensonges au tout début, là, ce que vous avez raconté, les justices, etc. Quand on fait la couverture d'un magazine en mettant des gros titres, par exemple, 6 mois de prison ferme en gros titre d'un magazine, alors que c'était pas vrai. Vous avez jamais fait de prison? Mais non, jamais. Sinon ça se saurait, et puis j'aurais fait une belle com là-dessus. Mais et puis aussi sur France Dimanche à l'époque, je crois, Mario se bat contre le cancer, Ouais. en couverture. Donc là, il y a la famille qui m'appelle. Qu'est-ce qu'il y a, t'es malade, etc. Donc voilà, ça fait mal. Ce que vous n'aimez pas dans la nouvelle Star Academy, donc saison 1, saison 2, des nouvelles saisons. Donc celle, vous la connaissez parce que vous avez regardé la première saison. Bah, écoutez, moi j'ai vu surtout l'année dernière, je les ai trouvés très frais, et je pense qu'aujourd'hui ces jeunes sont très bien aussi. Je pense que ils sont déjà, ils savent déjà tous plus ou moins chanter. Et ce que les gens aiment voir, c'est justement une évolution. Ouais. Regardez Jean-Pascal, regardez... Ouais, vous trouvez dommage qu'ils savent déjà chanter en fait. Voilà, oui, voilà. Mais c'est la Tous. même réflexion que je me suis fait. Non, mais c'est vrai. Et puis ça manque aussi, je pense, peut-être de pitrerie. Ouais. Alors je sais pas cette année, hein, peut-être qu'il y en a. Mais Ah, ils sont quand même assez on sages. oublie aussi que c'est une émission de télé et que les gens veulent voir dans les quotidiennes du rigolo, du croustillant, etc. hein. Trop sage. Trop sage, je pense. Ouais. La question qui vous ferait quitter un plateau télé? Vous savez, moi, et vous le savez aussi un peu, je n'ai peur d'aucune question, je réponds tranquillement. Je peux vous demander combien vous gagnez par mois alors? Oui, mais je peux ne pas vous répondre. Mais cette question ne me fâche pas. Ah d'accord, bon, alors combien vous gagnez par mois? Ça dépend, vous savez, je suis dans l'immobilier, donc il y a des hauts et des bas. Bah ouais, j'ai l'impression que ça j'ai marche aussi plutôt un- bien pour vous. Cette année est très dure dans l'immobilier, Très dur, vous savez, ouais. une grosse crise avec des taux bancaires qui ont vraiment explosé. Donc c'est pas la meilleure année. D'accord. J'espère gagner un peu mieux l'année prochaine. D'accord, ok. Un peu mieux, ce serait dans les quoi, 5 000 euros, 6 000 euros? Bah, il faut que je gagne assez pour en tout cas m'occuper de mes enfants et les emmener en vacances l'été. D'accord, donc on n'aura pas de chiffres. Ben non. Jordan Deluxe. C'est ça que vous voulez me dire. Qu'est-ce que vous aimeriez adresser face caméra à Jennifer comme petit message si vous pouvez lui en passer un? Encore Jennifer? Ouais. Bah écoute Jennifer, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir autour d'un café et même, pourquoi pas, de partager une chanson
ensemble. Non, mais sympa. je dis ça parce que pour moi, mon meilleur souvenir à la Starac, c'était ce duo Aimé qu'on a fait Oui, ensemble. c'est incroyable ça. Ouais. Qui a bouleversé les Français, mais qui m'avait bouleversé aussi. Et on avait fait un beau duo qui s'appelait Je Garde, qui est sur son album. Et je sais que je le vois dans la rue. Les gens me le demandent. Mais pourquoi vous ne faites pas une chanson avec Jennifer Bah forcément, moi je serais le premier content de le faire, et pas pour une question de succès ou quoi que ce soit, une question de partage. Voilà. Bah alors, Jennifer, vous seriez d'accord pour faire un petit duo, hein? C'est ici, hein? Allez, merci beaucoup Mario. Merci, Jordan. D'avoir joué le jeu d'être venu. Je rappelle que votre livre s'appelle Mon père, ma bataille, témoignage bouleversant sur la fin de vie de votre père et qui relance aussi le débat sur le droit à la fin de vie, le droit à l'euthanasie. Hein. Aujourd'hui, il n'y a que la Suisse qui pratique. Et la Belgique. Et la Belgique, pardon. Voilà, c'est actuellement encore en réflexion avec la présidence. Voilà, et je sais que Lynn Renaud, d'ailleurs, aussi est forte dans ce combat. Merci beaucoup, Mario. Merci, à Jordan. bientôt. Très bientôt. Et le titre, évidemment, qui est très, très joli et qui rend hommage à votre père, qui s'appelle... j'ai oublié le titre. Le silence difficile. Il s'appelle Le silence difficile. Excusez-moi. À demain, chers amis. Je vous embrasse très fort. Bonne journée. Profitez bien de cette petite journée ensoleillée. Ciao.